Au début des années 1900, les États-Unis étaient sur le point de faire la rencontre d'un des criminels les plus cruels et destructeurs de leur histoire. Cet homme, se présentant sous plusieurs identités au fil des années et de ses voyages, fera de sa vie entière une succession de crimes et d'atrocités, révélant le pire de ce que pouvait offrir l'être humain. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je veux donc te raconter l'histoire terrifiante, glaçante mais vraie, du tueur en série aux 1000 identités, Karl Panzram. Sans plus tarder, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Notre histoire débute le 28 juin 1891, dans la ville de East Grand Forks, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis. Ce jour-là voit la naissance de Karl Panzram. Karl Panzram est le 6e des 7 enfants du couple formé de Johann et Mathilda Panzram. Les parents Panzram étaient originaires de Prusse orientale. La famille Panzram, bien que possédant une ferme de quelques hectares, était extrêmement pauvre. Malgré des heures de travail interminables et extrêmement physiques, la famille arrivait très difficilement à joindre les deux bouts. Selon les dires de Karl lui-même plus tard, il était courant que les membres de la famille sautent des repas par manque de moyens. D'un point de vue relationnel, les parents Panzram étaient très religieux et extrêmement durs avec les enfants. Ceux-ci étaient soumis à des règles très strictes. En cas de manquement à ces règles, ils étaient punis très sévèrement. Les punitions allant de la privation de nourriture à l'enchaînement au lit. Pour les parents Panzram, l'école n'était absolument pas une priorité. Pour eux, seul le travail à la ferme avait de la valeur. Dès leur plus jeune âge, les enfants Panzram étaient donc impliqués à la ferme et y travaillaient dur, en faisant par la même occasion une croix sur leur scolarité. En 1895, les lois sur l'absentéisme scolaire sont promulguées aux États-Unis. Et très vite, ces lois sont appliquées dans l'État du Minnesota. Les enfants Panzram se retrouvent donc très vite dans l'obligation d'aller à l'école. Mais pour leurs parents, ces lois n'allaient absolument rien changer. Certes, les enfants allaient maintenant devoir aller à l'école durant la journée pour ne pas avoir à payer une amende, mais le travail à la ferme allait continuer, mais de nuit cette fois. Selon les dires de Karl lui-même plus tard, les enfants ne dormaient que 2 heures par nuit afin de terminer leurs tâches à la ferme avant d'aller à l'école. Et c'est ainsi que débute la jeune enfance de Karl Panzram, de manière dure et stricte. Un jour de 1898, alors que Karl avait 7 ans, Johann, le père de famille, décide, sans signe annonciateur, de quitter le domicile familial et coupe définitivement les ponts avec sa femme et ses enfants. Du jour au lendemain, la famille se retrouve donc encore plus démunie. Cette vie à la dure et le départ du père vont avoir un véritable impact sur la santé mentale des enfants. Karl se referme sur lui et devient de plus en plus nerveux. C'est vers cet âge-ci que Karl commence aussi à consommer de l'alcool, et de plus en plus souvent. La relation entre les membres de la fratrie devient parallèlement de plus en plus agressive et violente. Les enfants Panzram se battaient entre eux très souvent, et Karl n'était pas épargné. Ses frères le battaient aussi très régulièrement. Et les mois vont passer, et la violence va devenir le quotidien de la famille Panzram, et plus particulièrement celui de Karl. En 1899, alors âgé de 8 ans, Karl est arrêté par la police car il était en état d'ivresse sur la voie publique. Mais cette arrestation ne mènera pas de poursuite judiciaire. Quoi qu'il en soit, à l'âge de 8 ans, Karl buvait régulièrement et devenait aussi de plus en plus violent. À l'âge de 10 ans, en 1901, Karl entre dans la criminalité et commence à faire de petits larcins. Et très vite, au bout de quelques mois, ces larcins se transforment en vol et en cambriolage. En 1902, alors âgé de 11 ans, Karl est arrêté en flagrant délit de cambriolage et en état d'ivresse dans une maison du voisinage de la ferme familiale. Durant ce cambriolage, il dérobera de la nourriture, mais aussi un revolver.
Cette arrestation le mènera devant le juge en janvier 1903. Il sera condamné à être incarcéré dans l'école de réforme Red Wing, située dans le Minnesota. Aux États-Unis, une école de réforme était une maison de correction dans laquelle des mineurs délinquants étaient envoyés pour être rééduqués. Mais au fil du temps et des révélations, ces écoles de réforme se révéleront être extrêmement toxiques. Et l'école de réforme Red Wing ne dérogeait pas à cela. C'était une école extrêmement religieuse dans laquelle la violence était le principal moyen de communication. Durant son séjour dans l'école Red Wings, Carl sera de nombreuses fois battu, abusé et humilié par les surveillants, mais aussi par les autres élèves. Naturellement, se développe en lui une véritable haine des structures, mais aussi parallèlement une véritable haine de la religion. Dans son esprit d'enfant, celui-ci associera la religion à son enfance et à cette école, et déduira quelle était la principale raison de ses souffrances. Au fil des semaines qui passaient, le jeune Carl Panzram développera une véritable obsession, l'obsession de se venger de ce système. Et le jour de la vengeance allait arriver. Dans la nuit du 7 juillet 1905, Carl va se faufiler hors de sa chambre en pleine nuit et va déclencher un feu dans le bâtiment. Un feu qui fera quelques milliers de dollars de dégâts, mais ne fera heureusement aucune victime. Après avoir déclenché cet incendie, il va retourner discrètement dans sa chambre sans être vu. Le mystère de ce feu ne sera jamais résolu par les autorités et Carl ne sera en aucun cas inquiété. Quelques mois plus tard, en décembre 1905, il passe devant la commission des libérations conditionnelles et réussit à les convaincre qu'il avait changé. En janvier 1906, Carl est donc libéré de l'école de réforme et retourne dans la ferme familiale. Mais son séjour dans cette école l'avait complètement changé. Il était maintenant visiblement calme, mais en lui brûlait un feu, une haine sans limite. Il se promet alors de ne suivre que sa propre voie, la voie du chaos. En effet, les autres n'avaient plus aucune importance pour lui. Il les haïssait. Il se jure aussi de ne plus manquer de rien et que tout ce qu'il désirait lui appartiendrait, coûte que coûte. En 1906, alors âgé de 15 ans, Carl était donc de retour dans la ferme familiale et celui-ci reprend aussi son parcours scolaire. Mais Carl ne se plaît pas à l'école et très vite des accrochages violents apparaissent entre lui et les autres élèves et entre lui et les professeurs. Et c'est un jour de mars 1906 que cette violence va atteindre son paroxysme. En effet, après un accrochage avec un de ses professeurs, Carl le menace de le tuer devant tous les autres élèves. Joignant les actes à la parole, il plonge sa main dans sa poche pour empoigner le revolver qui s'y trouvait. Peut-être trop nerveux, le revolver lui échappe de la main et tombe au sol. Cette perte de contrôle permettra au professeur de réagir et d'immobiliser Carl. Au bout de quelques secondes, Carl réussit à se dégager des mains de son professeur et décide de prendre la fuite. Il part donc en courant de l'école et se dirige vers les chemins de fer pour sauter dans un train et de quitter définitivement l'État du Minnesota. Durant les semaines qui vont suivre, Carl va alors passer d'État en État, errant sans domicile fixe. Il mendiait et volait pour pouvoir se nourrir. Mais un jour, un événement va venir définitivement détruire la dernière lueur d'humanité se trouvant en Carl. Un jour de mai 1906, alors que Carl continuait son périple à travers les États-Unis en train, il croise 4 hommes cachés dans un wagon. Après quelques secondes, les hommes le repèrent et l'attrapent. Carl sera alors abusé par les 4 hommes avant d'être battu et jeté du train. Carl survivra à cette agression, mais sa haine envers le monde ne fera que se renforcer. En juin 1906, Carl, alors âgé de 15 ans, est arrêté en flagrant délit de cambriolage dans l'état du Montana. Carl passera devant le juge et sera condamné à 1 an d'incarcération dans une autre école de réforme, la Montana State Reform School. Durant son séjour dans cette école de réforme, le même schéma de violence et d'abus de la part des autres élèves et des gardiens continuera. Carl décidera un jour de se venger et agressera violemment un des gardiens avec une planche de bois, ce qui lui vaudra un séjour de quelques semaines en isolement. En 1907, Carl s'évade de l'école de réforme avec un de ses camarades nommé Jimmy Benson, et les 2 compères prennent la fuite vers l'ouest. Durant leur trajet, Carl va initier Jimmy Benson au cambriolage, mais aussi aux incendies d'église. Carl déclara plus tard que les incendies d'église étaient son passe-temps favori. Selon les psychiatres qui étudieront son cas plus tard, ces incendies d'église n'étaient pas anodins, car ils mettaient en avant l'aversion que Carl avait pour la religion.
une aversion due au fait qu'il rendait la religion responsable d'une partie de ses souffrances. Carl et Jimmy resteront ensemble durant 1 mois avant que leurs routes ne se séparent. Carl, qui se faisait maintenant appeler Jefferson Baldwin, part de son côté vers l'ouest et pose ses valises dans la ville d'Helena, dans le Montana. Quelques jours après son arrivée dans la ville d'Helena, et alors qu'il buvait un verre dans un bar de la ville, il entend au loin un recruteur de l'armée américaine incitant les jeunes hommes à s'engager. Carl, alors intrigué, décide de franchir le pas et de s'engager. En 1907, alors âgé de 16 ans, Carl s'engage donc dans l'armée américaine en mentant sur son âge et sous le nom de Jefferson Baldwin. Dès son engagement, Carl intègre la caserne Fort William Henry Harrison dans l'état du Montana. Mais très vite, ses supérieurs se rendent compte que Carl ne supportait pas de recevoir d'ordre. Il fut de nombreuses fois sanctionné pour insubordination et visitera même à plusieurs reprises les geôles de la base. Mais son aventure militaire se terminera définitivement la même année lorsqu'il fut arrêté en flagrant délit de vol de fournitures dans la base. Il fut condamné en 1908 et sera envoyé à la prison de Fort Leavenworth dans l'état du Kansas pour une peine de 2 ans. Je précise que son incarcération sera plus tard personnellement validée par le secrétaire d'État américain à la guerre, nommé William Taft, un nom que Carl retiendra car il le rendra responsable d'une partie de ses malheurs. Pour information, William Taft deviendra plus tard président des États-Unis. Retenez bien ce nom, il reviendra un petit peu plus tard dans notre histoire. Carl purgera donc sa peine de 2 ans et sera finalement libéré en 1910. Ce séjour en prison va encore plus déstabiliser l'état mental de Carl. Sa haine envers le monde l'entourant n'avait plus de limite. Il n'avait plus maintenant qu'une seule idée en tête, celle de semer la destruction et le chaos sur son chemin. Après avoir quitté la prison de Fort Leavenworth, Carl va donc reprendre la route et se diriger vers l'ouest. Mais cette fois-ci, il ne se contentait plus de passer dans les différentes villes discrètement. Non, il voulait maintenant laisser une trace de son passage. En plus de voler, il mettait régulièrement le feu à ce qu'il trouvait. Granges, clôtures, maisons, églises. Lorsqu'il voyait des animaux, il n'hésitait pas à leur tirer dessus avec des armes à feu. Mais plus grave, il commençait à agresser des hommes de tous âges pour les voler et ensuite abuser d'eux. Il se fera arrêter plusieurs fois durant son périple pour vol et vagabondage et fera de nombreux séjours dans des prisons et sous différents noms d'emprunt. Mais il trouvait toujours le moyen de s'en sortir ou de s'évader. En 1911, Carl, qui se présentait maintenant sous le nom de Jefferson Davis, est arrêté à Fresno, en Californie, après avoir volé un vélo. Il sera emmené devant le juge et condamné à 6 mois de prison. Mais comme à son habitude, il va réussir à s'enfuir 1 mois plus tard en profitant d'un moment d'inattention des surveillants. Après son évasion, et comme à son habitude, il va alors se diriger vers les chemins de fer pour sauter dans un train. Durant son trajet en train, il va alors rencontrer 3 autres vagabonds comme lui, avec qui il fera un bout de chemin. Un jour, les compères seront repérés par un policier qui va les menacer de son arme. Mais Carl va alors se jeter sur lui, le désarmer et abuser du policier avant de prendre la fuite. Cette même année, Carl s'installera dans l'état de l'Oregon sous le nom de Jack Allen, où il décidera de se ranger quelque temps en travaillant comme bûcheron. Mais en 1913, alors âgé de 22 ans, il est de nouveau arrêté dans la ville de Dallas pour vol avec agression. Durant son arrestation, il refusera d'obtempérer et frappera brutalement les policiers. Il passera devant le juge et sera condamné à 5 ans de prison dans la prison d'État de l'Oregon. Mais vous commencez à connaître Carl. Au bout de 2 mois de prison et profitant d'un moment d'inattention des gardiens, il s'évade et reprend la route. La même année, il sera arrêté 2 fois de plus. Une fois dans la ville d'Harrison, dans l'état de l'Idaho. Il recevra une peine de 6 mois, mais comme d'habitude, réussira à s'évader. Il fut arrêté une nouvelle fois dans la ville de Chinook, dans le Montana, en tant que Jefferson Davis, pour cambriolage, et recevra une peine d'1 an de prison. Il sera incarcéré le 27 avril dans la prison de Deer Lodge, dans le Montana. Et une nouvelle fois, il réussira à s'évader le 13 novembre 1913. Mais il fut arrêté quelques jours plus tard et reconduit dans la prison de Deer Lodge pour finir sa peine. Carl est finalement libéré de prison le 3 mars 1915 et reprend son trajet au travers des États-Unis. Et en parallèle, reprend de plus belle ses vols et ses agressions. Le 1er juin 1915, il est une nouvelle fois arrêté dans la ville d'Astoria,
dans l'Oregon, après avoir cambriolé une maison. Il passera devant le juge sous le nom de Jefferson Baldwin et sera condamné à 7 ans de prison. Il sera incarcéré dans la prison d'État de l'Oregon, dans la ville de Salem. La prison de Salem était connue à l'époque pour être un centre pénitentiaire extrêmement rude, favorisant les punitions corporelles extrêmes. En août de la même année, et avec l'aide de son codétenu nommé Otto Hooker, Karl Panzram réussit une nouvelle fois à s'évader. Durant l'évasion, son codétenu tuera le directeur de la prison, nommé Harry Minto, 46 ans. Mais leur fuite ne durera pas longtemps. Ils seront rattrapés quelques jours plus tard et renvoyés à la prison de Salem. Mais Karl est quelqu'un de têtu. En mai 1918, il s'échappe à nouveau de la prison de Salem et reprend la route en direction de l'ouest. Lorsque nous arrivons à ce stade de criminalité, tout devient possible. En cette année 1918, Karl était maintenant devenu un véritable animal enragé, et ce qui devait arriver allait finir par arriver. À partir de maintenant, nous allons suivre le parcours meurtrier de Karl Panzram. Dû à la période à laquelle ces faits se sont déroulés, la grande majorité de ces victimes n'ont pas été identifiées. Seuls leur nombre et leur description ont été précisés durant les aveux de Karl et l'enquête qui s'en est suivie. Les aveux de Karl ont été corroborés plus tard par les différentes enquêtes et autres recoupements. Mais reprenons notre histoire. Nous sommes maintenant en 1920 et Karl, qui s'était évadé de la prison de Salem 2 ans plus tôt, s'était maintenant établi dans la ville de New Haven. Il se faisait maintenant appeler John O'Leary. Sur les 2 années écoulées, peu d'informations existent. Mais il semblerait que Karl ait continué à voler et à agresser des hommes. Quoi qu'il en soit, en juillet 1920, il découvre que l'ancien président des États-Unis, nommé William Taft, possédait un manoir dans la ville. Vous vous rappelez de William Taft? Il avait été secrétaire d'État des États-Unis à la guerre en 1908 et avait personnellement validé l'incarcération de Karl Panzram dans la prison de Fort Leavenworth quelques années plus tôt. Lorsque Karl découvre que William Taft possédait un manoir dans la ville, il décide de se venger. Après quelques semaines de préparation, il décide le 12 août 1920 de cambrioler le manoir. Il y pénètre, vole tout ce qu'il peut emporter et met le manoir à sac avant de quitter les lieux. Le cambriolage du manoir de William Taft lui rapportera près de 3000 $, une somme colossale pour l'époque, qui équivaudrait à près de 50 000 $ aujourd'hui. Avec l'argent de ce vol, Karl Panzram va alors acheter des armes et un bateau nommé Akista. Redoutant d'avoir été vu durant le cambriolage du manoir de Taft, il va alors prendre la mer et naviguer vers le sud en direction de la ville de New York. En chemin, il n'oubliera pas ses vieilles habitudes et commettra quelques actes de piraterie en s'amarrant à des bateaux de plaisance avant de les voler et d'abuser des marins. Arrivé sur le port de New York, il remarque très vite les allers-retours des marins de passage. Il eut alors une idée. Il allait inviter ces marins de passage sur son bateau avant de les faire boire, de les voler, d'abuser d'eux et de les tuer. De toute façon, personne ne se souciait d'eux. Le lendemain, Karl débute son plan. Il repérera des marins de passage, puis les fera boire, avant de les voler, d'abuser d'eux et de les tuer. Il se débarrassera de leur corps près du phare de Execution Rocks, dans le détroit de Long Island. Durant ses confessions, Panzram déclarera avoir tué près de 10 marins dans ces mêmes conditions et d'avoir jeté leur corps lesté au même endroit. Cette série de meurtres durera près de 3 mois et prendra fin accidentellement lorsque le bateau de Karl, l'Akista, s'échouera de nuit sur des rochers près de la ville d'Atlantic City. Ces 2 dernières victimes réussiront à s'enfuir indemnes après que le bateau se soit échoué. À ce stade, la police n'avait pas trouvé de corps et les marins tués n'étaient que de passage, alors personne ne les cherchait vraiment. Karl n'était à ce stade ni inquiété, ni même soupçonné. Quelque temps plus tard, en février 1921, Karl est à nouveau arrêté en flagrant délit de cambriolage et est condamné à 6 mois de prison dans l'état du Connecticut. Après avoir purgé sa peine, Karl est finalement libéré fin 1921 et décide de prendre de la distance avec les États-Unis. Il embarque donc sur un bateau à New York en direction de la ville de Luanda, en Angola, sur le continent africain. Sur place, il trouvera un travail sur une plateforme pétrolière. Durant son séjour à Luanda, il va continuer sa série de meurtres. Un jour de janvier 1922, il repère un jeune garçon de 11 ans marchant dans la rue. Il réussit à le convaincre de le suivre.
Carl va alors abuser de lui avant de le tuer. La même semaine, il décide d'aller chasser des crocodiles. Il loue alors un bateau avec 6 guides et le groupe se dirige vers le lieu de chasse. En chemin, les guides intéressés par la valeur marchande des crocodiles décident de négocier une partie des revenus qui seront générés. Malheureusement pour eux, Carl n'était pas prêt à céder une partie de ses gains. Il sort alors son arme et tue les 6 guides avant de jeter leur corps aux crocodiles et de les faire disparaître. Avouez que nous arrivons à un niveau d'horreur rarement atteint. Après cet événement et craignant de se faire trop remarquer, Carl décide de finalement rentrer aux États-Unis. Il reprend donc le bateau en sens inverse et pose le pied à New York le 10 juillet 1922. Quelques jours après son arrivée, vers le 15 juillet, il repère un jeune garçon de 12 ans dans la ville de New Haven, dans le Connecticut. Il va le convaincre de le suivre avant d'abuser de lui et de l'étrangler. De retour dans la ville de Salem le 18 juillet 1922, il repère Henry McMahon, 12 ans. Comme à son habitude, il réussit à le convaincre de le suivre avant d'abuser de lui et de le tuer à coups de pierre. À ce stade, aucun lien n'est encore fait entre les meurtres et Carl Panzram, et celui-ci continue sa vie tranquillement, sans aucunement être inquiété. Le 15 juin 1923, Carl vole un bateau dans la ville de New Rochelle et embauche quelques jours plus tard un jeune homme de 15 ans nommé George Waloszyn, lui promettant un emploi à plein temps sur le bateau. Au lieu de cela, il va le garder en otage et abuser de lui. Le 27 juin 1923, en naviguant sur la rivière Kingston, dans l'état de New York, Carl repère un homme et décide de s'arrêter à son niveau. Il va le faire monter sur le bateau, lui voler ses affaires, abuser de lui avant de le tuer et de jeter son corps dans la rivière. Et tout cela sous les yeux du jeune George Waloszyn, toujours présent sur le bateau. Quelques heures plus tard, George Waloszyn, craignant pour sa vie, trouve une opportunité de fuir et décide de sauter du bateau et de rejoindre le rivage à la nage. Il ira de suite porter plainte à la police qu'un certain John O'Leary avait abusé de lui. Un avis de recherche est donc lancé tout de suite contre ce John O'Leary qui, comme nous le savons, n'est autre que Carl Panzram. Et celui-ci est arrêté le 29 juin dans la ville de Nyack, mais fut libéré sous caution le 9 juillet après avoir revendu à son avocat le bateau volé et payé sa fameuse caution avec l'argent. Le 26 août, Carl est de nouveau arrêté après avoir cambriolé une gare ferroviaire et est condamné à 5 ans de prison pour ce méfait. Il est d'abord incarcéré dans la prison de Sing Sing, à New York, puis fut transféré à la prison de Clinton, à Dannemora. Il est finalement libéré en juillet 1928, après avoir purgé sa peine. Nous sommes maintenant en 1928. Carl Panzram venait tout juste d'être libéré de la prison de Clinton, à Dannemora. Le 30 août 1928, Carl est de nouveau arrêté dans la ville de Baltimore pour un cambriolage s'étant déroulé 10 jours plus tôt dans la ville de Washington, D.C. Au cours de son interrogatoire, et semblant totalement à bout de nerfs, Carl va d'abord avouer son vrai nom et va ensuite avouer le meurtre de 3 jeunes hommes. Le garçon de Salem, Henry McMahon, et un 3e jeune homme de 14 ans dans la ville de Philadelphie, nommé Alexander Luzok. Ces 3 aveux seront corroborés par les dossiers de la police, ne laissant aucun doute sur l'auteur de ces meurtres. Durant son interrogatoire, Carl va aussi exposer aux enquêteurs ébahis sa vision nihiliste de la vie, confessant avoir envisagé de perpétrer des meurtres de masse en faisant couler de l'arsenic dans les eaux de la ville, ou encore en souhaitant saboter un navire de guerre britannique pour essayer de déclencher une guerre entre les USA et la Grande-Bretagne. Suite à ces aveux, Carl Panzram est donc inculpé des meurtres et est envoyé devant le juge. Durant le procès, et après quelques jours durant lesquels les faits seront exposés, le jury va décider de déclarer Carl Panzram coupable des crimes qui lui sont imputés. Il sera condamné à 25 ans de prison minimum. Carl sera incarcéré dans la prison de Leavenworth. Durant les premiers mois de son séjour, Carl fut identifié comme psychotique et fut placé seul dans une cellule. Aussi, pour éviter tout contact avec les autres prisonniers, il fut assigné à la buanderie de la prison. Il n'était surveillé que par un seul gardien, nommé Robert Wamke. Ce gardien était aussi connu pour être dur et pour systématiquement intimider les prisonniers. Je pense que vous vous doutez de la suite de l'histoire. Le 20 juin 1929, excédé, Carl Panzram va se jeter sur Robert Wamke et le battre à mort avec une barre de fer. Ce dernier meurtre le mènera de nouveau devant le juge.
et Karl sera cette fois-ci condamné à la peine capitale pour la totalité de son œuvre. Durant son séjour dans le couloir de la mort, Karl va étonnamment se lier d'amitié avec un des gardiens, nommé Henry Lesser. Cette amitié arriva le jour où Lesser offrit de lui donner de l'argent pour s'offrir des cigarettes. Cet acte va surprendre et toucher Karl. Par amitié, Karl va aussi demander à Henry Lesser de lui fournir du papier et un crayon. Durant ces derniers jours, Karl va alors rédiger ses confessions en détail et va les offrir à Henry Lesser. Ce sont ces manuscrits qui seront clés et qui permettront de suivre le parcours de ce tueur terrifiant. Ces confessions commenceront par cette phrase glaçante. « Au cours de ma vie, j'ai assassiné 21 êtres humains. J'ai commis des milliers de cambriolages, de vols à main armée, d'incendies criminels. Et dernier point, mais non des moindres, j'ai abusé de plus de 1000 êtres humains de sexe masculin. Pour toutes ces choses, je ne regrette rien du tout. Je n'ai pas de conscience, donc cela ne m'inquiète pas. » Les manuscrits de Karl Panzram ont été gardés soigneusement par Henry Lesser jusqu'en 1980, lorsqu'il les confiera à l'université de San Diego pour y être conservés. Le 5 septembre 1930, Karl Panzram est emmené sur l'échafaudage. Puis, faisant face à son bourreau qui lui demanda s'il avait un dernier mot à dire, Panzram répond alors « Oui, dépêche-toi, idiot. Depuis que tu tournes en rond, j'aurais eu le temps de tuer 10 hommes. » Karl fut exécuté quelques minutes plus tard. Et c'est ainsi que se finit cette histoire, qui semble tout droit sortie du cerveau d'un scénariste hollywoodien. Mais il n'en est rien, cet homme a réellement existé. Voilà, âme innocente, la terrifiante histoire de Karl Panzram, ou l'histoire d'un homme dérangé, devenu une véritable bête assoiffée de sang. Une bête lâchée dans la nature, qui n'avait qu'un seul but, celui de détruire et de tuer. Karl Panzram est considéré comme l'un des criminels les plus terrifiants de l'histoire policière américaine. Il est aussi souvent étudié par les universitaires comme un exemple d'esprit destructeur et nihiliste. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer le pouce bleu. Et n'hésite surtout pas à partager ton avis sur ce cas dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.